time. Tea time, tea time, tea time. Bienvenue sur Tea Time, on se retrouve aujourd'hui au centre Nutrilait de Montréal pour interviewer Louane Schlicht, analyse vidéo au SF Montréal. Salut Louane, comment tu vas? Tranquille. Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici au centre Nutrilait du CF. Alors je vais commencer par te présenter, originaire d'Alsace, tu as 24 ans, tu arrives au Québec en 2011 à l'âge de 11 ans, fan de foot et plus particulièrement de la génération 2006 de l'Olympique Lyonnais. Tu commences à supporter l'Impact de Montréal lorsque tu atterris à 5-4, passé par le staff technique des Celtics, au Richelieu et de l'UQTR. C'est aujourd'hui en tant que aide analyste de l'équipe professionnelle du CF que tu nous reçois ici sur Nutrilait. Alors, c'est quoi justement le secret, Louane, pour intégrer un staff d'un groupe professionnel à 21 ans? De persévérance, beaucoup de persévérance, croire en soi, beaucoup de boulot, surtout avec l'UQTR, avec le Celtics, comme tu l'as dit. J'ai rencontré, je pense, les bonnes personnes qui ont su me donner un cadre où m'exprimer. J'ai pu juste kiffer le foot, là où j'ai pu vraiment mettre ce que j'avais en tête, ce à quoi je réfléchissais déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. On m'a juste donné carte blanche, donc, encore une fois, avec des gens que je parle encore maintenant. D'ailleurs, il y a David Sobry qui est avec nous dans le staff présentement. Donc, des personnes comme ça, comme Shani aussi à l'UQTR, qui m'ont vraiment juste donné carte blanche. Donc après, c'est du travail. C'est tout. Très bien. Alors du coup, comme je disais, tu es en France au Québec pardon, à 11 ans. Elle vient d'où cette passion pour le football? C'est simple, c'est la France. C'était le rugby ou le foot. Et le pile-ou-face, ça fait que c'était le foot. Après, comme tu as dit, je pense que mes premiers souvenirs, c'est 5-6 ans. Donc, Coupe du Monde 2006, on va dire la France, c'est sûr. Un des premiers gros souvenirs. Et après, on va dire, comme n'importe qui, tu regardes les grosses équipes quand tu es jeune. C'était Lyon, c'était Juninho, c'était leur match en Ligue des Champions. C'était est-ce que papa, maman, je peux regarder la première mi-temps le soir de Ligue des Champions, un mardi, mercredi. Donc, ouais, ça vient de là. Génial. Tu suis encore l'Olympique Lyonnais de loin? Ouais, bah surtout, on va dire surtout maintenant, il y a quand même plusieurs Lyonnais qui sont passés par le club. Que ce soit maintenant le coach, maintenant Laurent qui vient de là-bas. En plus d'aimer le club là-bas, c'est sûr que c'est sympa d'avoir des gens qui, on va dire, qui ont cohabité un peu avec cette organisation-là, donc c'est cool. Tu penses qu'ils ont une chance de la ramener à la maison, la Coupe d'Europe cette année, l'Olympique Lyonnais? C'est une bonne question. Après, je pense que ce que Pierre Sage fait, c'est intéressant. Il a vraiment mis de la cohérence au sein de l'effectif. Après, ça fait plaisir de les voir au moins un peu plus cohérents que ce qu'ils pouvaient proposer dans les dernières années où ça se basait vraiment sur des individualités. Très bien. Alors du coup, c'est quoi justement ton rôle ici au CF Montréal en tant qu'aide analyste? Il y a beaucoup de choses. On va dire, il y a la partie de l'analyse de l'adversaire, qui est une grosse partie du travail quotidiennement. De toujours faire qu'on donne on va dire, les meilleures cartes pour le staff, pour les joueurs, pour qu'ils soient prêts quand on joue le samedi. Donc c'est leur mettre à disposition toutes les informations possibles pour prendre des décisions, soit tactiques, soit de choix de joueurs, etc. Après, il y a un travail quotidien qui est c'est sûr le suivi des entraînements, qui est fournir en information le staff quand ils veulent faire des retours individuels avec les joueurs, quand ils veulent bosser sur certaines stratégies, s'ils veulent analyser par exemple une équipe d'Europe pour voir un peu leur style de jeu qui est peut-être similaire au nôtre, c'est essayer de leur fournir de l'information, essayer de leur fournir des vidéos. Après, il y a aussi notre analyse à nous, qui vient plus en après-match, qui prend une grosse partie aussi. Donc, tenir des bases de données data, des bases de données vidéo, être sûr qu'on soit capable de faire un suivi sur différenciés, que ce soit micro, macro, méso, mais être capable d'avoir un suivi pertinent pour mettre tout le monde dans les mêmes conditions de performance. Très bien. Pour que nos auditeurs se rendent compte un peu de ce que c'est le métier d'analyse vidéo, c'est quoi justement une semaine type dans ce métier? Il n'y a pas de semaine type, il y a une semaine type, mais elle est faussée, on va dire, parce que tu ne peux pas prévoir ce qu'un résultat, une blessure ou un événement peut déclencher dans ta semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments qui se répètent avec, on va dire, l'analyse de l'adversaire qui est, on va dire, 10 jours avant le match. Donc, on va dire, quand on termine le match du samedi, mon rapport, les informations soient déjà à 90% faites après le match pour le prochain match, pour que le staff n'a pas de temps. Après, donc, on chevauche, on va dire, l'analyse de l'adversaire, le retour sur le dernier match. Après, au quotidien, donc, il y a les entraînements, comme je disais, il y a beaucoup de meetings vidéo. On n'est jamais à l'abri d'une défaite du match de samedi où on va chambouler les
3-4 jours qui reviennent du match, on va changer de méthodologie, on va essayer de changer quelque chose. Surtout en MLS où on a beaucoup de matchs tous les 3 jours. On a un peu un calendrier, on va dire, asymétrique, où on peut avoir des périodes un peu creuses avec des matchs une fois ou 2 semaines, avec la pause internationale, d'autres tournois, puis on peut avoir des mois où pendant 3-4 semaines on joue tous les 3 jours. Alors du coup, comme je disais tout à l'heure, tu rejoins l'équipe de MLS à 21 ans. Ouais. Est-ce que c'est pas justement intimidant quand tu arrives à un âge aussi prématuré, entre guillemets, et tu vas faire justement face à des joueurs avec un gros CV, comme par exemple Victor Wanyama qui jouait à la Champions League avec Tottenham? Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, j'arrive, on va dire, il y a Max Chali qui analyse vidéo. Je pense que le premier gros pas, c'est bien fait grâce à lui, grâce au staff aussi de l'époque, avec Wilfried, avec tous les membres du staff qui ont vraiment permis cette arrivée, déjà vis-à-vis de mon âge, qui ont su accepter ce qui n'est pas nécessairement facile, un gars comme moi, qui m'ont vraiment pris sous leurs ailes, qui m'ont permis d'apprendre, qui m'ont pas tout de suite juste lancé dans la cage des lions et me faire déforer, ils m'ont laissé vraiment prendre mon temps, m'acclimater un peu à l'environnement, etc. Et c'est sûr que, tu sais, je te cache pas, quand j'arrive au premier entraînement et que Wilfried me demande de me présenter, tu sais, je le sais que quand j'arrive devant les joueurs, il y a des gros noms, comme tu le dis, québécois ou pas, mais tu sais, même un Sam Piat. On avait aussi des caractères cette année-là, comme Georgi Mihailovic, positifs, des caractères positifs, mais tu appréhendes un peu tout ça. Donc, je pense qu'au début, tu vas doucement, tu tâtes le terrain, puis tranquillement, il y a des joueurs qui t'approchent un peu, tu commences à discuter. Il y en a qui, par exemple, qui te demandent ton âge, qui ne pensaient pas que tu avais cet âge-là, etc. Donc, tu finis l'année où tu as des bonnes relations, je pense, avec tout le monde. Je me rappelle cette année-là, avec Kyle Camara, on avait des grosses discussions, alors que c'est un des top buteurs de l'histoire de MLS. Il a tout gagné, entre guillemets, il est passé par partout. Donc ça risque d'arriver un jour. Je sais pas si, j'espère pas, mais je veux dire, je m'y attends aussi et je le comprendrai dans un sens, mais pour l'instant, non. Tous les joueurs que j'ai croisés, ils ont été top. Peut-être une anecdote sur ta première année à Montréal, quelque chose qui t'a marqué en arrivant justement au club? Euh, Bonne question. Je pense le souci du détail. Autant que, comme je faisais déjà un peu d'analyse vidéo avant, comme tu le disais avec le Celtics et l'UQTR, tu vois un peu les détails d'une préparation de match, les causeries, etc. Quand tu arrives et que tu vois que dans des mini-exercices d'entraînement qui, à la base, te semblaient banals, et que tu l'entends dire ou rajouter une consigne pour favoriser un élément du jeu et que tu vois le samedi d'après que cet élément-là que tu as travaillé juste vis-à-vis d'une consigne sur un exercice banal te fait changer le match, c'est là où tu te dis ok, c'est un autre match. C'est le monde professionnel, c'est vraiment plus sur comment provoquer l'erreur et tu as besoin de faire provoquer des erreurs à l'adversaire pour gagner le match. Qu'au niveau, on va dire, semi-pro, universitaire, il y a plus d'erreurs individuelles ou collectives. Donc, c'est plus ouvert. Là, tu sens qu'il y a plus de détails à aller chercher pour trouver ces erreurs-là ou les provoquer. Très bien. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, le coach actuel qui est Laurent Courtois, donc coach français, hein, comme tu le disais bien, notamment passé par le LA Galaxy en tant que joueur et l'Académie de l'OL en tant qu'entraîneur avec le résultat. Du coup, comment tu travailles avec eux au quotidien? Beaucoup de communication. On va dire dans mon rôle, c'est de lui donner, comme je disais, le plus d'outils possible pour que lui puisse prendre ses décisions, lui le reste du staff. Mais je pense beaucoup de discussions, ouais, au niveau vidéo, au niveau data, plus essayer d'inculquer ce genre de processus-là, ouais, de lui donner des idées après. Il me donne aussi beaucoup de carte blanche, donc pour l'instant, c'est ce que j'aime aussi. C'est toujours plaisant, il me laisse présenter l'adversaire devant les joueurs, donc il me donne des responsabilités, donc c'est ce que j'apprécie. Justement, on sait que l'analyse vidéo, ça contribue vraiment à l'évolution du foot. C'est un système qui est assez nouveau. Alors, justement, comment tu t'adresses aux joueurs, certains qui sont plus expérimentés, qui étaient là forcément quand l'analyse vidéo n'était pas très développée. Est-ce qu'ils sont moins ouverts ou comment ça se passe justement à cette échelle? On va dire, maintenant, ce qui s'est normalisé, c'est l'analyse de l'adversaire. Il n'y a plus beaucoup de joueurs qui vont te dire ah, ton meeting vidéo sur l'adversaire, il ne sert à rien. Après, c'est sûr, tu peux jouer avec les mots. Donc, oui, tu peux préparer l'adversaire, mais garder un focus sur ton équipe, sans dire nécessairement qu'on prépare l'adversaire parce qu'on veut toujours se modeler vis-à-vis de ce que l'adversaire propose. Mais après, c'est peut-être plus sur l'analyse data ou l'analyse individuelle que certains joueurs plus expérimentés aussi. C'est ce que je
je peux le comprendre aussi quand tu as 35 ans et que tu as fait toute une carrière. Il y en a qui vont le vouloir, ça va dépendre. C'est sûr que pour l'instant, de ce que j'ai vu, et c'est normal, c'est que les jeunes, ils ont un peu plus cette proximité-là avec le téléphone, avec la vidéo. Ce qui est bien maintenant avec les logiciels, etc., c'est que tu peux envoyer des vidéos d'analyse sur leur téléphone. Donc tu peux juste dire, regarde, rentre chez toi, au lieu de regarder un truc Netflix, prends 3 minutes, je t'ai mis une petite vidéo, c'est des clips de tes déplacements que je pense que tu aurais pu mieux faire. Le but au final, c'est d'éviter d'amener que l'analyse vidéo il a dit qu'ils font ci donc il faut faire ça, ou que l'assistant coach et le coach ils ont dit que quand action A arrive on fait action B. Au final le foot c'est un jeu d'échecs, donc il faut aussi une prise d'initiative, et oui on met un cadre, on s'exprime, mais dans ce cadre-là on a besoin aussi de leadership, de créativité. Bien sûr. Justement, au fil de la saison, il y a certains matchs qui sont clés, je pense notamment à Cincinnati ou encore Columbus. Justement, comment est-ce que tu approches, toi, d'un point de vue analytique, ces rencontres justement à opposés en jeu? De la même façon, on va dire en 3 ans, j'ai fait des erreurs aussi. C'est par exemple, je pense à l'année dernière, finale de championnat canadien contre Vancouver. On avait déjà joué Vancouver en saison, on avait perdu quand même sur un gros score, on avait pris un carton rouge. Tactiquement, ça a été compliqué. Et je sais que, je me rappelle très bien, je pense qu'avant le match, je pense que j'ai dû regarder 15 matchs de Vancouver. Que j'avais regardé tous les matchs à domicile de Vancouver, j'avais regardé tous les matchs de Vancouver contre une défense à 3 pour essayer de voir toutes les informations possibles. Et tu vois, après cette finale qu'on perd, et je peux regarder tous les matchs que je veux, ça change rien. Ce que j'ai appris, c'est que ma routine que je crée pour un match, pour l'instant, elle est la bonne dans ma tête, du moins avec mon ratio de 3-4 matchs vidéo. C'est juste de garder la même chose. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus d'excitation, que toujours jouer des équipes qui est un peu plus challengeantes tactiquement, c'est aussi plus plaisant pour un analyste à regarder qu'une équipe qui va juste balancer des longs ballons. Tu sais, par exemple, le match d'Atlanta de play-in, tout le monde pense que si tu t'as peut-être bossé comme un fou dessus, mais au final, pas tant, parce qu'on les avait joués 2 semaines avant, le calendrier avait fait que c'était, je pense, à 3 matchs de la fin du calendrier régulier qu'on jouait Atlanta, un mercredi, le samedi on jouait l'avant-dernier. Donc je pense qu'en 2 semaines et demie, 3 semaines, on rejoue la même équipe. Donc je ne vais pas me retaper 10 matchs parce que là c'est un match de play-off, c'est hyper important et tout. Ouais, par expérience, changer le moins possible la routine, c'est parfois plus néfaste et psychologiquement parce que tu arrives cramé à ton match. Par exemple, la finale, moi j'étais arrivé mort. En plus, c'est Vancouver, c'est 5 heures d'avion, c'est 3 heures de décalage. On avait joué ça un milieu de semaine, donc tu arrives, tu es complètement épuisé, et au final, peut-être que tu perds la lucidité sur ton jour de match, etc. Donc, il faut trouver une balance. Donc. Bien sûr. On sait justement que la MLS elle a pris une dimension supplémentaire dans la dernière décennie. Je pense notamment avec Los Angeles ou encore l'Inter Miami sous l'ère Beckham. Justement, quand tu fais face à des équipes avec des joueurs de classe mondiale, comme récemment Lionel Messi, Luis Suarez, etc., comment est-ce que tu apprends ça justement? De la même façon, je pense au final, tous les joueurs sont bons d'une façon. Tous les joueurs apportent quelque chose au jeu. Au final, tu parles de Messi, mais oui, tu sais qu'avec le ballon, il peut te changer un match, mais tu sais aussi que sans ballon, et avec Luis Suarez, tu sais que Miami défend peut-être à 10 ou à 9. Après, c'est toujours peser le pour et le contre, donc c'est aussi un peu ça l'analyse data, l'analyse vidéo, c'est maximiser que le match se bascule sur un facteur un peu plus individuel, minimiser le fait que ce soit quelque chose de collectif et prévisible. Ça ne change pas grand-chose au final. C'est sûr qu'il y a ce facteur X chez certains joueurs que sur une action, ils peuvent te faire un crochet, un dribble et marquer un but. Mais au final, le foot se joue à 11, donc par expérience maintenant, tu as un bon plan de match, c'était bien collectivement, tu vas t'en sortir quoi qu'il arrive. Ça vous faisait quoi quand tu les as vus arriver au Saputo, cette grosse équipe? C'est bien, mais ça reste un match de foot. Et je pense que peut-être vis-à-vis d'un supporter, quand tu le vois arriver s'échauffer, tu te dis ah c'est cool, je vois mon équipe de ma ville, je viens supporter mon équipe de ma ville, et en plus on a la chance de voir Messi, Suarez et tout, mais au final nous, on vient jouer pour les 3 points, parce que c'est sûr que tu es content quand tu vas prendre 3 points à Miami en début d'année, parce qu'on était la première équipe en plus à les battre sur le début de saison, tu es content. Mais après, quand ils viennent au Stade Saputo et tu perds 3-2, alors tu mènes 2-0, tu es dégoûté parce que tu sais que tu fais un bon match et qu'on a été un peu naïf sur des faits de jeu. Et quand ce type d'équipe-là, c'est ce que je dis, c'est ça le problème, c'est que les moments de naïveté, les moments
tu manques un peu d'expérience, tu te fais avoir. Et j'ai jamais ressenti encore pour l'instant une peur de jouer contre quelqu'un. Ma philosophie du foot, je pars sur le fait que tout le monde peut battre n'importe qui. Bien sûr. Pour conclure cette interview, justement, alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite être analyste vidéo, quelqu'un qui souhaite rejoindre un club comme ça à un jeune âge finalement? Ouais, bah, je pense, au final, c'est comme ce que j'ai dit, je pense, la première question, c'est persévérance, travailler fort. De ne pas avoir peur de commencer bas, on va dire, sans dire que le Celtics et l'UQTR c'était bas, mais ce serait aussi mentir de dire que je gagnais ma vie avec ça. Donc, prendre du plaisir dans ce que tu fais, surtout ça, et une fois que tu es dans un milieu où tu te sens à l'aise, où tu te sens bien, où tu sens qu'il n'y a pas de barrière pour aller parler à un assistant de coach qui a 15, 20, 30 ans de plus que toi. Au final, ça passe aussi par le coach. Si le coach, tu sens qu'il est réticent à donner des missions, les joueurs vont être réticents à ce que tu leur parles. Mais si dès la première présentation, la première discussion, le coach te met de l'avant et dit regarde, il fait partie du staff, ça aide aussi. Pour finir, peut-être un dernier mot pour nos auditeurs qui nous écoutent certainement de France. Suivez Montréal. Salut, merci, merci. Avoir des fans en Europe, c'est toujours bien. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de joueurs de MLS qui ont fait le saut en Europe, qui a permis aussi un peu de donner du crédit à la ligue. Mais je pense de continuer, de rester ouvert, de comprendre aussi que le sport est un peu différent ici. Ça reste du football, mais tous les matchs sont ouverts. Le premier peut battre le dernier. On a parlé beaucoup de Ligue 1, j'aime beaucoup la Ligue 1, mais malheureusement, la Ligue 1, ces temps-ci, si tu regardes pas un match du top 5, tu vas plutôt voir une équipe qui a 80% de ballon, une équipe de bloc bas, et c'est des choses que tu vois moins en MLS. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur T-Type pour un nouvel épisode. À bientôt.